parlé pas mal de christianisme, on va parler un peu d'islam et donc de politique. Alors il existe de façon assez confidentielle, il faut bien le dire, des partis qui se réclament de cette religion, qui en font même la base de leur projet politique. C'est le cas de l'Union des démocrates musulmans français. Ils veulent d'ailleurs présenter un candidat à la présidentielle au mois d'avril prochain. Reportage de Sonia Sadone, Jérôme Marcantetti et Cathy Destou. Un parti encore peu connu, mais déjà sur les routes de France. Dans leur clip de campagne, les membres de l'UDMF sont à Lyon, Montpellier ou encore Nîmes pour démarcher des électeurs. Dans leur viseur, les présidentielles de 2017. L'UDMF, c'est l'Union des démocrates musulmans français. Le parti entend défendre les droits des musulmans de France et commence à conquérir son électorat. J'invite tout citoyen de confession, citoyen français de confession musulmane, à faire cette démarche-là, de venir découvrir l'UDMF, ses valeurs, ses aspirations et ses idées pour la France. Aujourd'hui, je viens de découvrir un parti politique bien structuré, bien construit, avec un vrai projet pour notre société. Et c'est ce qu'il fallait, parce qu'on a toujours été des citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, on va s'imposer comme des vrais citoyens. Donc le combat ne fait que commencer. Un combat que ce jeune parti politique compte mener jusqu'au bout. Avec seulement 900 adhérents, l'UDMF vise haut. Obtenir les 500 signatures pour participer au présidentiel. Leur candidat est même déjà désigné. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ce parti? Nous avons rencontré son fondateur, Najib Azergui, un ingénieur informaticien de 39 ans. La raison de la création de l'UDMF? Défendre la communauté musulmane face à l'islamophobie. Aujourd'hui, il y a un rejet qui est de plus en plus assumé envers justement les citoyens de confession musulmane. Pour nous, ce problème-là ne doit pas concerner uniquement ceux qui en sont victimes, mais doit toucher à l'ensemble de la nation. On a fait des perquisitions pendant l'état d'urgence, principalement pour des personnes qui étaient flaguées comme étant de confession musulmane, alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Voilà, ça en dit beaucoup quand même, ça en dit énormément. On a parlé de déchéance de la nationalité uniquement pour les binationaux, visant effectivement encore une fois cette catégorie-là. Je pense qu'il faut avoir un discours aussi de vérité. Alors on nous dit que la France finalement est de race blanche, de culture chrétienne, et que le musulman quelque part n'est pas légitime, et qu'à partir du moment où des gens comme nous parleraient à la nation, et ben forcément on n'est pas capable de le faire et on parlerait uniquement aux nôtres. Au-delà de défendre une communauté, quelle est l'influence de l'islam dans leur programme? On ne fait pas la promotion de l'islam. On n'est pas déjà habilité à le faire, on n'est pas compétent pour le faire. Clairement pour nous, on s'adresse à la nation, et encore une fois, le mot musulman, il ne faut pas le voir comme le prisme de l'islamisme. On ne fait pas de l'islam politique, d'accord ? Un discours paradoxal quand on découvre dans leur programme une série de propositions. Promouvoir la finance islamique, revenir sur l'interdiction du port du voile et développer l'abattage rituel halal. Lors des élections régionales de 2015, l'UDMF est déjà sur le terrain en Île-de-France. Comme on peut le voir ici, lors d'une opération de tractage à Vitry-sur-Seine. L'Union des démocrates musulmans français enregistre ses meilleurs résultats dans des quartiers très populaires. 16% à Poissy-Nord, 14% au Val-Fouré. Ce parti, estampillé musulman, est parfois accusé de communautarisme. Le fondateur s'en défend. Pour lui, la démocratie et l'islam sont parfaitement compatibles. Pour nous, ce n'est pas antinomique. Être démocrate, laïque et musulman, c'est avant tout une évidence. Il n'y a pas de débat à avoir. Alors effectivement, aujourd'hui, on nous explique que c'est complètement aux antipodes, ce qui est un peu dommageable. On a perverti énormément les mentalités. Et je pense que la grande majorité des citoyens de confession musulmane, qu'on appelle justement cette grande majorité silencieuse, à un moment donné, il faut qu'on prenne la parole aussi pour montrer finalement la vérité et la réalité, en tout cas du terrain, et arrêter de laisser finalement la parole uniquement à certains pseudo-intellectuels et sociologues pour nous expliquer ce qu'est la réalité. Abdenour Bidar, vous vous sentez visé quand il dit ça, quand il parle des pseudo-intellectuels et philosophes? Non, moi j'ai une capacité à me sentir visé qui est nulle, donc je ne me sens pas du tout visé. Non. Je ne vois pas simplement ce que l'épithète musulman ajoute à parti démocrate. On est démocrate ou on ne l'est pas. Il y a bien un parti chrétien-démocrate, disent-ils. Oui, mais pour moi ça pose le même problème. C'est-à-dire que à partir du moment où on est démocrate, on a le souci du bien commun, et on a le souci de l'accès égal de tous au bien commun. Je ne vois pas en ce sens-là
ce que vient faire ce parti, qui est en réalité un parti communautaire et communautariste, dans la démocratie, puisqu'il ne parle que, il fait parler des musulmans pour la défense d'autres musulmans. Quand on est démocrate, on parle au nom du peuple, on veut parler au nom du peuple, de la diversité du peuple, et on s'intéresse aux droits de tous. Donc on ne fait pas de séparation entre le combat pour le droit des uns et le combat pour les droits des autres. Moi, je trouve qu'il y a une antinomie, je veux dire un mot plus simple, il y a une contradiction entre justement l'affirmation d'une appartenance religieuse et le qualificatif de démocrate. Donc ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si j'ai le temps de répondre à ce que disait M. Colosimo tout à l'heure, quand vous disiez qu'il n'y a rien à voir entre le spirituel et le politique. Simplement, je crois que si, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle dévitalisation du discours politique. C'est-à-dire que le discours politique, le discours politique apporté au 19e et au 20e siècle de véritables, on l'a dit comme ça, de véritables messianismes, c'est-à-dire des très grandes espérances qui ne sont plus portées, eh bien, la nature a horreur du vide. Et donc, nécessairement, aujourd'hui, la religion et d'autres propositions de sens viennent s'inviter dans le champ social et politique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas ça que je disais. Et oui, effectivement, parce que je voudrais qu'on revienne sur le micro. On peut même dire d'ailleurs que plus la foi diminue, plus la superstition augmente. Il n'y a qu'à voir la propension à lire l'horoscope. Mais ça, c'est pas ça. Je disais que pour le sujet qui nous occupe, il fallait d'abord mener une réflexion politique sur effectivement des conflits qui sont des conflits de représentation symbolique et qui nourrissent la politique. C'est ça que je disais. Pour ce qui est de ce parti, rapidement, ce qui est intéressant, d'abord, il faut le dire, c'est parfaitement légal. On a le droit de faire un parti confessionnel en France. Mais non, la preuve qu'il en existe un, celui de Christine Boutin. Donc, on est tout à fait dans un exercice qui, pour le coup, la démocratie ne nie pas. Et n'interdit pas. Il faut quand même le dire. C'est parfaitement légal. Et c'est parfaitement... Ceci dit, on a eu du mal à tourner quand même. Hein. Voilà, d'accord, mais c'est parfaitement dans l'espace démocratique. Enfin, en tout cas, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce qui est possible n'est pas souhaitable. La vérité, c'est qu'il y a un principe dans ce parti qui est intéressant, c'est de dire, nous autres musulmans qui voulons nous engager dans la vie politique, on veut réfléchir à des propositions à partir de l'éthique que nous pensons tirer de l'islam. Moi, je dis formidable. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça a un écho parce que celui-là, c'est un tout petit parti minuscule. Est-ce que c'est le début d'un phénomène? Non, parce que les revendications, on le voit, c'est ça le problème. Elles sont complètement particularistes, catégorielles. Le halal dans la cantine, le port du voile. Exactement. Alors ça, effectivement, autant moi, je serais très intéressé de savoir quelle éthique commune nous pouvons tirer de l'expérience religieuse et historique de l'islam, qui pourrait être tout à fait profitable. Autant, finalement, là, on est dans des revendications tout à fait particulières et pour le coup, je suis parfaitement d'accord, sont communautaristes. Ils ont fait 12 500 voix sur 3 800 000 votants, électeurs au régional et avant au municipal. Mais il y a des endroits où ils ont fait 6% et sont passés devant les Verts. Par exemple, Mont-de-la-Jolie, etc. Donc, ils viennent aussi combler un besoin de représentation ou d'identité aussi dans les populations immigrées ou naturalisées ou françaises de confession musulmane. Et donc là, on voit bien qu'il y a un problème politique qui se pose. Aujourd'hui, vous me parlez de notre acronyme, du mot musulman qui est dans notre parti. Vous savez qu'il y a un parti chrétien-démocrate qui ne pose aucun problème aujourd'hui en France. Parce qu'à l'évidence, le mot chrétien et le mot musulman ne renvoient pas du tout à la même image. Donc il y a deux choses qu'on peut faire. C'est où effectivement on évite de parler des mots qui peuvent faire peur, donc on parle de diversité, d'autres choses, ou alors effectivement on utilise les vrais termes. Nous, clairement, ce n'est pas un parti religieux confessionnel qui est destiné uniquement aux musulmans. Il ne devrait pas y avoir, à mon sens, débat sur un parti qui serait et qui se revendiquerait démocrate et musulman. Donc demain, et c'est finalement tout le but de notre mission, c'est que ce mot musulman soit perçu sous le prisme de la citoyenneté. Enfin, changer cette image qui colle quand même à la peau. Et voilà pourquoi il est encadré par le mot démocrate d'un côté et français, parce qu'à l'évidence, c'est ce que nous sommes. Quand on voit que dans votre programme, vous avez un certain nombre de propositions, bien évidemment, sur toutes les thématiques de l'éducation, en passant par le travail, et qu'il y a notamment la question de la promotion de la finance islamique, la notion du port du voile aussi, puisque cette question est soulevée, c'est-à-dire, vous parlez justement du fait qu'il ne devrait pas, pour les parents, en tout cas les mamans qui accompagnent leurs enfants... C'est pas la promotion, on est sur deux choses.
ne fait pas la promotion. Non, mais vous voulez lever l'interdiction. Il y a un certain nombre de volets et de propositions qui, voilà, que ce soit l'arabe à l'école, cette volonté-là de l'enseignement de l'arabe. Est-ce que ça, quand on voit à l'échelle d'un programme électoral, est-ce que ça induit pas un communautarisme de manière naturelle, puisqu'on vise une religion? Non, mais toutes ces thématiques que vous venez d'évoquer sont quand même au cœur du débat actuel. Je veux dire, le fait aujourd'hui qu'on exclut par exemple des mères de famille, on en parle tout le temps, les Français sont confrontés à ça. On parle beaucoup en ce moment de la langue arabe. Je pense effectivement que c'est des thématiques qui parlent à tout le monde maintenant aujourd'hui. Nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il va falloir casser ces caricatures-là. On parle beaucoup du vivre ensemble, qui est quand même notre modèle républicain. C'est très très bien, mais je pense qu'à partir du moment où on exclut des individus, en raison finalement de leurs croyances, de leur liberté de conscience, je pense que là, ça en dit beaucoup quand même sur le positionnement du vivre ensemble. Pour nous, si on veut justement parler du vivre ensemble, il faut le faire jusqu'au bout. Il ne faut pas discriminer une élève en faculté, il ne faut pas discriminer une mère de famille qui va accompagner et qui fait l'effort d'être avec les autres finalement, et qui l'a toujours fait. Aujourd'hui, on est vraiment dans un paradoxe. Donc il faut lever ces paradoxes-là. On parlait de la langue arabe, qui est quand même la troisième langue la plus parlée dans le monde. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est une langue qui est bannie de l'enseignement du secondaire à cause de tout un tas de préjugés. Et à mon sens, effectivement, il faudrait que la langue arabe puisse être tout à fait logiquement enseignée dans l'école de la République auprès de tout le monde. Parce que finalement, ça induit quoi? Si on dit on ne veut pas que la langue arabe soit enseignée à l'école de la République, on crée justement le communautarisme, parce que de ce fait, les personnes qui veulent enseigner l'arabe devront le faire dans des établissements confessionnels. La question de la finance islamique. Aussi promouvoir la filière halal. C'est des choses qui sont directement associées à la communauté musulmane. C'est une forme de communautarisme de vouloir développer spécifiquement ça dans un programme électoral. Oui. Si on parle par exemple de la finance islamique, vous savez que Christine Lagarde en 2009, on avait largement parlé, on n'a pas fait un procès à Christine Lagarde qui voulait justement mettre en place la finance islamique en France. Après, vous avez parlé du business halal. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que l'on est dans un pays quand même où on ne se pose même pas la question de savoir comment on va faire pour garder les emplois qu'on a aujourd'hui. On se pose la question comment on fait pour ne pas détruire encore les emplois. Nous, ce qu'on voit, et ça c'est de façon factuelle, c'est qu'on se dit qu'aujourd'hui, le business du halal est exploité qu'à 20% de son potentiel. Aujourd'hui, par exemple, si on prend uniquement l'entreprise Bretonne Doux, vous savez que l'entreprise Bretonne Doux emploie plus de 4000 salariés en France. C'est des chiffres que j'ai vus. Moi, ce que je cherche juste à comprendre. Non, parce que là, on était chaque proposition, et moi, ce que je voulais, c'était englober votre programme sur ces volets-là. Permettez-moi juste de terminer sur ce point qui est quand même important et qui vous permettra du coup d'avoir un peu plus de hauteur par rapport à ce qu'on dit. Donc, quand on voit qu'effectivement, l'entreprise Bretonne Doux emploie 4000 salariés en France et que 80% de son chiffre d'affaires est fait effectivement par le label halal, aujourd'hui, vous savez que c'est des régions entières qui vivent du business du halal, que ce soit depuis les éleveurs et les producteurs qui souffrent aujourd'hui finalement et qui sont écrasés par la mondialisation d'un côté et la grande distribution de l'autre. Je pense que stimuler justement ce business-là, c'est pour créer des emplois, non pas chez les musulmans, comme on pourrait effectivement le penser, mais je pense que par rapport à plein de filières, je pense que la France, dans sa grande généralité et sa grande diversité, pourra effectivement trouver effectivement un nouveau souffle de vie. Voilà, donc je pense que ça ne concernerait pas uniquement les musulmans qui en sont, eux, les consommateurs. Alors pour vous, il n'y a pas du tout de communautarisme. C'est-à-dire en proposant des choses comme ça, on fonctionne pour toute la nation. Quelqu'un voit votre programme, oui. il voit justement listé voilà, la langue arabe, le voile, ce genre de choses, dont on a déjà développé volet par volet, si je puis me permettre. Quand on voit ça, on a tendance quand même à se dire qu'il y a une visée communautaire. Encore une fois, là vous avez pris quelques petits pans de notre programme, on est bien d'accord. Sur 50 pages, il y a effectivement 3 pages qui parlent effectivement de ça, de ce que vous dites. Donc si vous me dites qu'effectivement toutes nos propositions tournent autour de ça, là je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. C'est loin de ce qu'on vient de dire. Nous on évoque des sujets qui sont au cœur des débats actuels. Les propositions qu'on fait, c'est pas pour dire aux musulmans, demain, grâce au business du halal, vous allez tous manger halal, ça n'a pas de sens. Le fait de dire qu'on va créer de l'emploi uniquement pour les musulmans, là ça serait effectivement pas très bon pour... ça serait pas très objectif de votre part de nous faire dire. Non mais... Je dis ça parce que je place ça dans un contexte. Il y a eu un sondage, une étude qui est tombée il y a quelques jours, qui a été faite sur la communauté musulmane, donc de France bien évidemment, qui exposait que 30% à travers cette communauté considéraient que la charia avait plus d'importance que les lois de la République française. Quand on voit cette étude, on peut se poser la question,
en voyant l'émergence de partis qui a une visée, en tout cas spécifique, ou qui cherchent à mettre en valeur un certain nombre de choses au sein de la communauté musulmane, on peut se demander, du coup, est-ce que la charia ne peut pas, avec des propositions comme celle-ci, prendre le dessus ou être encore plus valorisée au sein de la République française? Franchement, je ne comprends pas du tout cette question. Encore une fois, on ne fait pas la promotion de l'islam. On n'est pas déjà habilité à le faire, on n'est pas compétent pour le faire. Clairement, pour nous, on s'adresse à la nation, et encore une fois, le mot musulman, il ne faut pas le voir comme le prisme de l'islamisme. On ne fait pas de l'islam politique, d'accord? C'est très clair. C'est quand même dans le nom de votre parti. Alors, dans ces cas-là, le parti de Christine Boutin, présidente d'honneur, ça serait pareil à votre sens. Ça serait je n'ai pas donné mon avis sur le parti de Christine Boutin, je parle de votre parti. Je pense que les Français ont bien compris que le Parti chrétien-démocrate est un parti d'opinion. Je pense et vous n'êtes pas un parti d'opinion? Complètement. Et nous, effectivement, et c'est ce que je disais, il faut que maintenant l'UDMF soit non pas perçu comme un parti communautariste qui voudrait mettre en place la charia en France, il faudrait qu'elle soit considérée comme un parti d'opinion, effectivement, qui vient élever le débat et qui s'adresserait à toute la nation. Je ne pense pas que le PCD essaie de mettre en place la monarchie chrétienne qu'on a connue avant justement la Révolution française. Donc je ne pense pas effectivement que l'UDMF doit être forcément rattaché à un parti qui voudrait retourner la République pour mettre en place un État théocratique. Je ne crois pas effectivement qu'il faudrait penser directement à ça. Voilà. Donc c'est le parallèle qu'on pourrait faire entre le PCD et l'UDMF. Si demain effectivement à partir du moment où on se dit bah oui, être de confession musulmane, être républicain, être démocrate en France, c'est tout à fait normal. Et si on arrête d'être dans cette théorie du complot, avec l'islamisation ou bien la théorie du grand remplacement, je pense que ce serait pas mal. On aura abouti sur une bonne chose. D'accord. Quand au régional, puisque j'ai vu quelques chiffres, et puis on en avait parlé au téléphone, quand au régional, on voit que vous étiez présent. Au municipal, vous avez fait aussi des scores intéressants dans un certain nombre de villes d'Île-de-France. Quand on voit ces chiffres, on se dit quoi? On se dit que vous étiez dans des villes où la communauté musulmane était bien représentée. Vous avez une écoute, c'est ça? Il y a une réponse? Vous avez senti que cette communauté, voilà, elle adhérait ou elle vous suivait dans votre élan? Encore une fois, c'est un peu compliqué de parler uniquement de la communauté parce que clairement, les personnes qui ont voté pour nous, il est très difficile de savoir si elles étaient uniquement de confession musulmane. Et beaucoup comprennent aujourd'hui, en tout cas arrivent à décrypter qu'aujourd'hui le musulman est pointé du doigt. Beaucoup font le parallèle avec les années 20 et les années 30 en France. Beaucoup se rappellent des lois d'exception qu'il y a eu sous Vichy et donc se disent qu'il faut rentrer aujourd'hui en résistance. Et ces personnes-là, effectivement, ont trouvé la démarche extrêmement intéressante. Et effectivement, il va de soi que ceux qui sont victimes de cette islamophobie vont effectivement déjà se dire il faut une réponse politique. Et dire effectivement que ce sont uniquement des citoyens de confession musulmane qui vont voter pour l'UDMF, je pense que c'est un raccourci, c'est très dangereux. Aujourd'hui, on ne peut pas nous-mêmes l'affirmer. Donc nous, quand on s'adresse et quand on fait campagne, on fait campagne pour les Français. Et vous sentez que cette communauté, quand même, quand vous l'abordez dans la rue ou quand en tout cas, sur les problématiques, oui, effectivement, sociétaux, effectivement, on va se retrouver. Et effectivement, on va reconnaître cette stigmatisation qui est aujourd'hui presque un déni dans la République. On ne veut pas dire qu'effectivement, il y a des citoyens de seconde catégorie. On parle beaucoup de racialité ces derniers temps, vous le savez, dans les cercles littéraires, chez certains politiques. Alors on nous dit que la France finalement est de race blanche, de culture chrétienne, et que le musulman quelque part n'est pas légitime, et qu'à partir du moment où des gens comme nous parleraient à la nation, et ben forcément on n'est pas capable de le faire, et on parlerait uniquement aux autres. D'ailleurs c'est le procédé colonial. On nous dit effectivement que c'est donc forcément communautaire, parce qu'on n'est pas capable finalement de s'adresser aux autres. Vous savez, le communautarisme primaire, ça consiste effectivement à dire que on est finalement uniquement en train de parler aux nôtres, pour les nôtres, au mépris des autres. C'est une caricature qui est très dangereuse, ça veut dire qu'effectivement, on connaît très mal les valeurs finalement de ces citoyens.